Arles est une ville d'art et d'histoire. Avec notre guide du jour, je vais découvrir le patrimoine antique de la ville. Bonjour Alice. Bonjour. Pourquoi y avait-il une cité antique ici? Eh bien parce que Arles avait un emplacement stratégique et que César voulait remercier les habitants de la ville qui l'avaient soutenu contre Pompée. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Arles est la ville qui a le plus grand patrimoine antique après Rome. Les arènes pour les gladiateurs ou encore le théâtre qui accueillait jusqu'à 10 000 spectateurs. Ils étaient les maîtres du monde. Les Romains ont fait rayonner leur civilisation pendant des siècles sur l'Europe et l'Orient. Mais saviez-vous de quoi était constitué leur quotidien? Comment la météo a impacté à la fois leur manière de s'habiller, de manger et même de faire la guerre? L'adustritite procedite consistire. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Arles. Des études scientifiques ont démontré qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, le climat y était humide et chaud. Des passionnés ont reconstitué les habitudes des Romains de cette époque et notamment les cruels combats de gladiateurs. Les gladiateurs vedettes pouvaient ainsi faire une carrière qui les mettait au rang des grandes stars du sport ou du show business d'aujourd'hui. Arles, vous allez le voir également, recèle encore bien des trésors, parmi eux l'incroyable découverte d'un bateau de commerce romain échoué dans les eaux du Rhône lors d'une crue. Un bateau comme ça, c'est vraiment exceptionnel. On a toutes les parties hautes du bateau qui ont été retrouvées. Ensemble, faisons un bond de 2000 ans en arrière.
L'âme de l'Empire romain flotte encore dans les rues d'Arles. Il suffit de flâner sur les gradins du théâtre antique, d'humer l'odeur des ruines pour réaliser que cette ville fut une puissante métropole durant près de 5 siècles. C'est vrai que c'était une ville assez considérable dans l'Antiquité. Elle le doit à sa position géographique à la pointe du delta du Rhône et surtout à la générosité de Jules César en faisant une colonie de droit romain. César qui avait voulu remercier la ville de lui avoir fourni une aide logistique alors qu'il était en guerre contre Marseille. Les guerriers de César, les voici, les légionnaires. Depuis plusieurs années, l'association Arelat et ses bénévoles prennent un soin particulier à reconstituer combats et équipements de ces soldats de l'Empire. Demetite! Duos ordinem! In arma! Procedite! Signifie procedite! Le légionnaire est un fantassin, il peut courir jusqu'à 30 km par jour quand il se déplace. Il marche avec des caligae, donc ce sont ces sandales qui sont faites d'une seule pièce et qui ont une semelle renforcée et avec des clous dessous. Donc ces clous évidemment ne permettent pas une adhérence mais permettent simplement de protéger la semelle de cuir. À pied, et pour les plus chanceux, à cheval. Les légionnaires romains se déploieront sur tout le monde connu, mais en respectant une règle, ils ne combattront jamais pendant l'hiver. On ne fait pas la guerre pendant l'hiver à cause des conditions climatiques. Imaginez qu'il y a de la neige sur les frontières de l'Empire, notamment en Germanie, dans le nord de l'Angleterre, sur le Danube. Et donc les conditions climatiques, comme actuellement on peut les connaître, les routes ne sont pas praticables, les chars, l'infanterie ne peut pas circuler. Donc il est préférable de faire une trêve et donc d'éviter justement tout conflit. Ainsi, c'est au printemps que débutaient les campagnes militaires au mois de mars. Mars, le dieu romain de la guerre. L'armée étant présente sous toutes les latitudes, son équipement devait s'adapter. Les tenues militaires évoluent en fonction des climats européens, évidemment. Vous trouverez des légionnaires qui seront équipés en tenue d'hiver, donc dans le nord et surtout dans le nord de l'Europe, donc avec des tuniques en laine bouillie, des manteaux en laine bouillie, des pantalons et des chaussettes. Évidemment, le légionnaire qui se trouvera à El Djem en Tunisie ou en Libye, en Syrie, en Égypte, aura une tenue plus légère en laine. L'armure articulée, le casque ou la cotte de maille, ce ne sont pas moins de 30 kilos de matériel que devaient porter les soldats. Mais la Rome antique, ce n'était pas que la guerre. Ce sont aussi des femmes élégantes et raffinées, vêtues de robes à la conception très simple. Le costume romain, en fait, ce sont 2 rectangles qui sont juste apposés l'un à la suite de l'autre et reliés par une fibule. C'est un bout de fil de fer ou de cuivre. Autrement dit, une petite broche. Quant aux matières, elles étaient déjà très diversifiées. Soit du lin ou de la laine le plus couramment. Et après, on a des matières plus précieuses pour les plus riches, donc de la soie, des poils de chameau, des poils de chèvre. On a tout un tas de matières qu'on va faire venir d'Orient et qui du coup vont coûter cher et qu'on va retrouver dans les vêtements des plus riches. Ce qui étonne nos yeux contemporains, c'est de constater la profusion de couleurs dans les tenues des Romaines et qui donne à cette assemblée l'image d'un chatoyant tableau biblique. Ce sont des couleurs qu'on va obtenir essentiellement avec des végétaux ou avec des insectes, comme les bleus ici, puisque la plante qui donne le bleu, c'est le pastel. Elle pousse abondamment autour du bassin méditerranéen, donc on va l'utiliser. Et la règle, de façon générale pour les couleurs, c'est que plus la couleur est foncée et soutenue, plus il a fallu faire de bains de teinture, donc plus on va la retrouver sur une tenue de riche. Il n'existait pas à proprement parler de vêtements d'hiver. Pendant les saisons froides, on privilégiait la laine au lin et surtout, on rajoutait des couches à la manière de cette tisseuse gallo-romaine. Dans le prochain épisode de notre plongée dans l'Antiquité, vous découvrirez la passion des Romains pour les jeux du cirque. Vous assisterez à un étonnant banquet antique. Enfin, Arles recèle encore bien des trésors. Un bateau de commerce du 1er siècle a récemment surgi des profondeurs du Rhône, emporté par une crue il y a 2000 ans. C'est une météo exceptionnelle qui a permis de le retrouver. Le voyage au pays des Romains, c'est hic et nunc, ici et maintenant, comme on disait en latin. Voici la fierté d'Arles, ces majestueuses arènes construites en 90 après Jésus-Christ. Elles sont un incontestable signe extérieur de puissance. Ici, c'est un monument très vaste puisqu'il contenait 21 000 spectateurs.
C'est le deuxième monument de spectacle de la ville d'Arles, le premier étant le théâtre. Et Arles en possédait même un troisième qui était le cirque, ce qui confirme encore justement le fait qu'elle était une ville capitale. C'est ici que se déroulaient les Jeux du cirque, la plupart du temps au printemps et en été, car l'amphithéâtre est un lieu ouvert, en plein air, et ne pouvait s'accommoder de la neige ou de la pluie. Et par grand soleil, pour éviter les coups de chaud, les Romains avaient inventé d'immenses stores déroulants, les vélums, qui recouvraient une partie des gradins, en attendant d'assister au premier combat des gladiateurs. Il existait des combats, par exemple, entre ce qu'on appelait le sécuteur et le rétiaire. Le sécuteur, c'est celui qui avait un glaive à la main, qui portait un casque à visière, bien entendu, qui avait un grand bouclier et qui était protégé seulement sur une partie du corps. Le rétiaire, lui, armé de son filet et de son trident, devait avoir une rapidité probablement plus grande pour arriver à enfermer justement le sécuteur dans le filet. Les gladiateurs pouvaient affronter des bêtes sauvages. Dans certaines arènes monumentales, on les faisait même participer à de véritables batailles navales en remplissant la piste centrale avec de l'eau. Les vainqueurs devenaient de véritables vedettes. Les gladiateurs vedettes étaient ceux qui, étant plus doués que d'autres peut-être ou ayant eu plus de chance, arrivaient à faire plusieurs combats en vainqueur et pouvaient ainsi faire une carrière qui les mettait au rang des grandes stars du sport ou du show business d'aujourd'hui, si vous voulez. Ces athlètes étaient appelés des mangeurs d'orge à cause de leur régime alimentaire très protéiné, nécessaire à des efforts physiques intenses. D'ailleurs, que mangeaient les Romains? La réponse avec Mireille, son métier organisait des banquets à la mode antique. Si c'était une cuisine typique des climats du sud de l'Europe, pas question en revanche de pizza ou de tomates mozzarella. Dans la cuisine romaine, on n'avait pas encore la tomate, la pomme de terre, le chocolat, le café. Le sucre n'existait pas encore, n'était pas trouvé ni utilisé. Donc on utilisait le miel et on utilisait beaucoup de miel, souvent même dans les plats salés. Au menu, des calamars farcis, des œufs de caille, des dattes, du fromage de brebis, du porc, le tout agrémenté de poivre, de gingembre et de vin un peu particulier. Le vin était souvent aromatisé ou coupé d'eau chaude ou d'eau froide. On le dégustait pas nature. Donc là, par exemple, j'ai fait un vin d'après une recette d'Apicius, qui est un vin aromatisé à la rose, au poivre et au miel. Et ce vin blanc est aromatisé à l'absinthe, c'est-à-dire que l'absinthe a macéré dans le vin blanc. Plus on descendait vers le sud, plus les plats étaient exotiques. À Pompéi, on servait même des langues d'oiseaux ou des coups de girafe farcis. Et pour manger, il n'y avait pas de fourchette et les couteaux restaient en cuisine. Donc on avait la cochléar. La cochléar, donc c'est un cuilleron pour attraper les choses solides, un pic pour attraper les morceaux. Et on pouvait s'en servir à la fin du repas pour se curer les dents. Les repas ne se prenaient jamais assis, mais debout ou allongés dans le triclinium, un ensemble de 3 litières sur lesquelles on s'installait face à une table basse centrale. Au musée départemental d'Arles antique, on conserve des vestiges d'amphores qui servaient à entreposer les aliments. Mais en 2007, on a fait une autre découverte tout à fait étonnante. Un bateau de 31 mètres de long dans un parfait état de conservation. Et pour le découvrir, à seulement quelques mètres du musée, il a fallu réunir des conditions météo exceptionnelles. On avait un Rhône qui était assez clair, où on arrivait à avoir des visibilités de 3 mètres, donc ce qui est assez exceptionnel, puisque le plus souvent on voit seulement à 20 cm. On fouille seulement en été, c'est le moment où le débit est le plus faible du Rhône. Au-delà d'un certain nombre de mètres cubes secondes, on ne peut plus plonger dans le Rhône, et ce créneau s'ouvre seulement entre juillet, septembre, voire un petit peu octobre. Et c'est à ce moment-là qu'un morceau d'histoire de l'humanité surgit des profondeurs du fleuve. On a trouvé juste un petit morceau de bois qui dépassait du sédiment. On l'a suivi à peu près sur 7 mètres. Et à partir de là, on pensait qu'il s'agissait d'une pirogue. Un an plus tard, on a fait des expertises et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un chaland, c'est-à-dire un bateau à fond plat. Ce bateau servait à transporter des marchandises sur le fleuve et il était probablement tiré par des animaux ou des hommes depuis les berges. Et comme des enquêteurs policiers, les archéologues ont découvert les causes du naufrage, la météo.
On a retrouvé en fait à l'intérieur du bateau une couche d'argile de 25 cm d'épaisseur et les géomorphologues l'ont étudié, ils nous ont expliqué qu'il s'agissait d'une couche de décrue. Donc qui dit décrue dit crue, et étant donné que ce bateau a fait naufrage avec toute sa cargaison, sa vaisselle de bord, on pense qu'effectivement il s'agit d'une crue qui a provoqué le naufrage du bateau avec l'ensemble de sa cargaison. Le Rhône recèle probablement encore bien des trésors. C'est ici qu'avait déjà été découvert le buste de Jules César, le plus connu au monde. Il faudra attendre d'autres conditions climatiques exceptionnelles pour que se lève à nouveau le voile sur l'histoire des Arlésiens au temps de l'Antiquité. Le port antique d'Arles et ses hangars à bateaux. Des entrepôts où les esclaves chargent et déchargent des milliers d'amphores venus de tout l'Empire romain. Et un peu plus au nord, des temples et des villas construits par les grandes familles de la cité, des commerçants, des armateurs, des magistrats. Comme à Glanum, des mausolées pour les défunts les plus riches et pour les personnages importants. La jeune fille, dont le buste a été découvert dans le Rhône, prenait sans doute place dans une chapelle, un édicule, dans le vocabulaire de l'époque. À présent, voici l'arc du Rhône, à la gauche duquel Luc imagine la statue de César, le fondateur de la ville d'Arles. L'arc du Rhône qui fait face au fleuve. Dans l'esprit de Luc, les Arlésiens traversent le Rhône à cet endroit. Le tableau de la rive droite du Rhône se précise. Luc imagine la statue à un endroit stratégique, à l'entrée d'un temple qui lui est dédié. La divinité jette un regard bienveillant sur ceux qui s'apprêtent à passer sur la rive opposée. Le Rhône est en effet le fleuve le plus profond et le plus dangereux d'Europe. C'est pourquoi les Arlésiens lui font une offrande à chaque traversée. Ce sont les pièces de monnaie que les archéologues retrouvent aujourd'hui au fond du fleuve. Un peu plus loin se trouvait un pont de bateaux. Les historiens en ont la preuve. Au moins 15 bateaux sont attachés ensemble et soutiennent une large passerelle. Ce procédé ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste agrandit puis réorganise le territoire de l'Empire en provinces. Des colonies, cités de droit romain peuplées de citoyens, sont implantées en des lieux stratégiques. Organisées à l'image de Rome, elles contribuent grandement à la diffusion du modèle culturel et social romain. Parmi les nombreux monuments élevés dans les cités, le théâtre joue un rôle essentiel, car il véhicule la langue, mais aussi la culture et la religion romaine. Très prisés par la population, les spectacles, offerts gratuitement au public par les notables ou même l'empereur, sont ainsi tout à la fois une distraction et un outil de propagande. Les gradins forment la cavea. En contrebas, l'orchestra sépare la cavea du bâtiment de scène. Celui-ci est formé de la scène proprement dite et du mur de scène derrière lequel s'abritent les coulisses. Le théâtre reproduit la hiérarchie de la société romaine. Ainsi, chaque catégorie de la population accède à la partie des gradins qui lui est réservée sans jamais croiser les membres des autres classes sociales. Les sénateurs et les hôtes de marque s'installent à l'orchestra sur des sièges mobiles. Les chevaliers occupent la partie inférieure de la cavea.
Les citoyens, la partie médiane. Le reste de la population est cantonné dans les gradins supérieurs. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie de droit romain d'Arles. Quelques années plus tard, Auguste participe lui-même à l'organisation de la cité. Le premier plan d'urbanisme reproduit parfaitement le modèle architectural romain. 2 voies principales se croisent à l'emplacement du forum. Non loin de là s'élève le théâtre. Érigé sur une assise rocheuse facilitant son implantation, le théâtre d'Arles est certainement achevé avant la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Appuyé sur un réseau de galeries concentriques, de salles voûtées rayonnantes et d'escaliers qui la subdivisent en 6 espaces distincts, la cavea mesure plus de 100 mètres de diamètre. Dédié à Apollon, divinité mise à l'honneur par Auguste, le théâtre d'Arles est en fait tout entier à la gloire de l'empereur, dont la statue monumentale trône au centre du mur de Seine. Les vestiges ne rendent pas compte de l'importance et de la splendeur du monument romain, mais de nombreux éléments permettent de comprendre son élévation. La tour de Roland atteste la hauteur de la cavea qui comportait 3 niveaux. Les 2 colonnes en marbre témoignent de la hauteur et de la richesse du décor du mur de Seine. Il était orné d'une centaine de colonnes corinthiennes en marbre polychrome, de corniches sculptées, de niches abritant des statues. Seules les premières rangées de gradins sont d'origine, les autres ont été reconstruites au XIXe siècle. La cavea, telle qu'on la voit aujourd'hui, ne constitue que la partie inférieure des 33 rangées de gradins. L'orchestra a conservé son pavement en marbre polychrome. Les coulisses étaient situées à l'arrière du mur de Seine. Imaginez les loges des artistes, les décors, les accessoires. Un système complexe de cordages, poulies et contrepoids, dissimulé sous le plancher de la scène, permet non pas de lever, mais d'abaisser le rideau au début de la représentation, tandis que le vellum, série de bandes de toile actionnées par des cordages au-dessus des gradins, se déploie pour abriter du soleil spectateurs et acteurs. Le public raffole des effets de scène. Les Romains recourent déjà au bruitage, fumée, grue, trappe, poulie, treuil. Ainsi, pendant près de 5 siècles, le théâtre d'Arles est l'un des principaux monuments de la vie publique de la cité. Les quelques 10 000 spectateurs se pressent pour assister aux représentations. Mimes et pantomimes ont alors un très grand succès. Les imposantes dimensions du théâtre d'Arles, la richesse de son décor, traduisent l'importance des lieux de divertissement pour le pouvoir impérial. Mais avec la progression, puis l'avènement du catholicisme, ces monuments tombent en désuétude. Aux environs du 5e siècle, probablement après la chute de l'Empire romain, le théâtre est peu à peu démantelé. Ces pierres sont utilisées pour construire d'autres édifices. Seuls subsistent les soubassements et une travée de la cavea, qui est alors intégrée à la nouvelle enceinte défensive et devient la tour de Roland. Un grand voyage dans le temps. Nous voici au IVe siècle après Jésus-Christ.
En Provence, à Arles, l'empereur Constantin a installé l'une de ses résidences impériales. La ville se développe. Les thermes en sont aujourd'hui encore le symbole. À Arles, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, découvrez ce haut lieu de l'histoire. Les thermes de Constantin dévoilent leurs secrets sur Web TV Tourisme. Édifice inséparable du confort de la vie urbaine de l'époque impériale, les thermes associaient les exercices physiques qui se déroulaient dans la salle d'entraînement aux bains assurant l'hygiène corporelle. Le succès des thermes est dû pour beaucoup à l'invention des hypocaustes. Ils permettaient de faire circuler de l'air chaud sous les sols des pièces surélevées grâce à des pilettes de briques. L'air s'évacuait ensuite par les canaux verticaux, doublant les parois. Ces différents éléments sont encore bien visibles dans les thermes d'Arles. Les cryptoportiques forment le soubassement, la partie invisible du forum, place publique centrale de la ville romaine. L'une des premières réalisations urbaines de la nouvelle colonie romaine fondée en 46 avant Jésus-Christ. À Arles, sous la maison de ville, vous pouvez accéder, moyennant la modique somme de 3,50 € au cryptoportique, c'est-à-dire à cette partie des portiques du forum qui était située sous le niveau de la place qui constituait, comme chacun le sait maintenant, le cœur civique et religieux de la ville. Mais revenons à notre forum, dont vous pouvez avoir une idée avec cette modélisation 3D qui ne prétend pas offrir à vos regards quelque chose de proche du forum arlésien historique, car nous ne savons pas grand-chose de lui. Toutefois, cette restitution donne à voir des éléments importants de ce forum. L'existence des cryptoportiques est en général liée à la nécessité du terrassement préliminaire à la construction du forum. On aurait donc utilisé un espace créé artificiellement pour construire des fondations aux portiques aériens. Pour des fondations, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus basique et surtout beaucoup moins complexe. C'est que l'espace considéré joue plusieurs rôles. Si l'on a autant multiplié les arcs et donné ainsi une esthétique à cette construction, c'est d'abord parce que l'arc, c'est avant tout du vide, et donc de la pierre à extraire en moins, et donc un coût de construction inférieur. Il faut ajouter aussi l'usage qui peut être fait des cryptoportiques, usages commerciaux et civils. Là, au frais, dans une ville écrasée par la chaleur de l'été méditerranéen, l'habitant d'Arles trouvait un lieu de sociabilité sans doute très fréquenté avec des commerces, des tavernes.